Nous savons tous déjà le rôle fondamental des États-Unis en tant que superpuissance. D'ailleurs, cette désignation de superpuissance s'explique par deux raisons principales. La première est c'est la capacité de ces forces armées à agir à l'échelle mondiale. Et plus importante encore, la seconde, la capacité de détruire la planète avec ses ogives nucléaires. Nous avons déjà vu ici sur la chaîne une introduction à la guerre nucléaire, et aujourd'hui nous allons voir quelle est la situation du programme nucléaire des États-Unis dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez et de laisser un like. Et pensez aussi à suivre le groupe Telegram et Instagram pour rester au courant des mises à jour de la chaîne. Je m'appelle Adriano Peta et voici Géopolitique mondiale. Une grande partie de la doctrine des États-Unis sur les armes nucléaires est liée à ce qu'on appelle la révision de la posture nucléaire, qui a été incluse en 2022 dans la stratégie nationale de défense. Ce document et d'autres décrivent en comment Washington perçoit les armes atomiques et dans quelles circonstances il envisage de les utiliser. Il est donc clair que les États-Unis ne sont pas un État qui s'engage à ne pas utiliser les armes nucléaires en premier. Bien au contraire, il précise que les États-Unis utiliseraient probablement des armes nucléaires dans des cas qu'ils considèrent comme extrêmes, dans le but de défendre les intérêts qu'ils jugent vitaux pour eux-mêmes, leurs partenaires et leurs alliés. Cependant, bien qu'ils ne garantissent pas de ne pas utiliser les armes nucléaires en premier, la doctrine des États-Unis rejette en même temps l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires contre des pays qui n'en possèdent pas et qui sont partis au traité de non-prolifération nucléaire. Autrement dit, ils affirment que l'application de la force nucléaire ne se fera que dans le cas d'une autre puissance nucléaire, ou s'il s'agit d'un pays qui viole le traité de non-prolifération ou qui essaie peut-être de devenir une puissance nucléaire. Le document américain décrit que la nécessité des armes nucléaires a récemment été renforcée par le fait que les États-Unis ont désormais au moins deux principaux concurrents nucléaires et doivent encore faire face à une Corée du Nord nucléaire. Ainsi, dans le cas où la dissuasion échouerait, la stratégie indique que les États-Unis s'efforceront de mettre fin à tout conflit avec le niveau de dommages le plus faible possible et dans les meilleures conditions possibles pour les États-Unis, ainsi que pour leurs alliés et partenaires. Et c'est cette garantie d'engagement envers les alliés et les partenaires qui fait de la politique des États-Unis quelque chose qui mérite notre attention. Parce que les États-Unis ont depuis longtemps établi qu'ils doivent limiter la prolifération nucléaire. Après tout, moins de pays avec des armes nucléaires peuvent, en théorie, être mieux en ce qui concerne le contexte géopolitique des États-Unis. Et l'une des façons pour eux d'y parvenir est de placer plusieurs alliés et partenaires sous leur soi-disant parapluie nucléaire, c'est-à-dire en garantissant la responsabilité de la défense de ces alliés et partenaires. En d'autres termes, les États-Unis utiliseront leurs armes nucléaires pour dissuader toute attaque nucléaire contre ses alliés, si en échange cet allié renonce à posséder ses propres armes nucléaires. Il est évident que cela contribue à renforcer les alliances et l'influence américaine à travers le monde, mais d'un autre côté, cela exige un arsenal nucléaire capable d'offrir ce type de protection. Les États-Unis ont souvent déployé des armes nucléaires dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ou le Japon sous le contrôle du personnel américain, mais qui seraient remises aux avions de cette nation hôte en cas de conflit. Pour répondre à ces différents engagements stratégiques, la Fédération des scientifiques atomiques a estimé qu'en 2023, les États-Unis possédaient le deuxième plus grand nombre d'ogives au monde. La doctrine américaine repose sur ce qu'on appelle le triangle nucléaire, qui comprend 400 missiles balistiques intercontinentaux terrestres de type Minuteman, 3 des missiles Trident lancés à partir de sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de la classe Ohio de la marine des États-Unis, ainsi qu'un mélange de missiles de croisière nucléaires et de bombes conventionnelles larguées par des bombardiers de l'armée de l'air ou par un avion de chasse multirôle.
Au total, cela équivaut à environ 1770 ogives déployées, plus 1938 ogives en réserve au cas où les premières 1700 armes de destruction massive ne suffiraient pas, et une réserve supplémentaire de 1500 ogives en attente de démantèlement. Mais il y a un bémol du point de vue de la capacité de ces dispositifs, car beaucoup de ces systèmes de lancement et de ces ogives deviennent excessivement vieux, puisque depuis la fin de la guerre froide, la puissance nucléaire des États-Unis a été maintenue uniquement en rénovant les ogives et les systèmes de lancement restants. D'après ce que nous savons grâce aux documents publics, les États-Unis n'ont construit aucune nouvelle ogive nucléaire dans les années 90, 2000 ou 2010. La politique durant l'ère Obama était clairement opposée au développement ou au déploiement de nouvelles armes nucléaires. L'Administration nationale de la sécurité nucléaire a procédé à des prolongations de la durée de vie, ajoutant généralement de 20 à 30 ans à la durée de vie de ces armes. Ou, dans d'autres cas, elle a modifié les ogives existantes pour corriger d'éventuels défauts, améliorer la sécurité, remplacer des composants à durée de vie limitée ou encore ajouter de nouvelles fonctionnalités. À titre d'exemple, nous avons la modification du DV-76-2, où ils ont pris une ogive DV-76 originale de 100 kilotonnes et l'ont modifiée pour réduire sa puissance à environ 5 à 7 kilotonnes, donnant ainsi aux sous-marins nucléaires américains une arme capable de frapper une cible spécifique sans anéantir toute la zone autour. Vous trouvez peut-être étrange de réduire la puissance d'une arme nucléaire, mais il faut ici comprendre la logique américaine, qui est d'ailleurs en partie similaire à la logique russe en ce qui concerne la destruction des cibles. Des armes nucléaires très puissantes, capables d'anéantir des villes entières, semblent efficaces pour imposer la peur et la terreur chez les ennemis. Mais en pratique, cela serait très contre-productif. En effet, si vous tuez la majeure partie de la population de l'autre pays, au-delà des implications éthiques, il y a aussi la question de rendre la région inhabitable pendant des siècles. Et puis, si vous éliminez toute la direction ennemie, avec qui allez-vous négocier la fin de la guerre ? Dans ce sens, des ogives plus petites, capables de détruire uniquement les cibles de valeur stratégique et tactique qui permettaient à l'ennemi d'agir, seraient bien plus utiles. Et pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir des armes très puissantes. C'est pourquoi ils ont un problème, à savoir qu'on ne peut pas continuer à rénover les mêmes ogives indéfiniment. Il y a une limite. Et ce n'est qu'un des problèmes, car d'autres problèmes concernent le retard du complexe nucléaire lui-même. Par exemple, les installations où se trouvent les ogives américaines ont en moyenne environ 50 ans. Et le traitement de l'uranium enrichi pour les armes nucléaires américaines est encore effectué dans une installation datant de l'époque d'Oppenheimer, construite en 1945. Un domaine de préoccupation pour certains stratèges américains est la capacité du pays à produire de nouveaux cœurs de plutonium pour les ogives nucléaires, car au plus fort de la guerre froide, la capacité de production américaine de cœurs dépassait les 3 chiffres. Et il semble maintenant presque certain qu'un cœur de plutonium fabriqué aux États-Unis peut rester utile pendant environ 80 ans. Ainsi, dans le monde post-soviétique, les stratèges américains ont essentiellement mis fin à la production de cœurs pour les armes et se sont concentrés sur l'utilisation des milliers de cœurs qu'ils avaient encore en stock, qu'ils avaient hérités et qui, à l'époque, étaient supérieurs aux besoins réels des États-Unis. Mais il nous reste encore 2 autres problèmes. Le premier, c'est que vous ne pouvez pas faire cela indéfiniment. Et le second, c'est que personne n'a 100% de certitude sur ce qui se passe lorsque les cœurs de plutonium atteignent des âges extrêmes. Il est relativement incertain de savoir comment un cœur de plutonium âgé de 120 ans peut se comporter. Ainsi, l'objectif de Washington est désormais que, d'ici 2030, le pays soit à nouveau capable de produire 80 cœurs de plutonium par an répartis entre 2 sites stratégiques. Cependant, en 2022, des responsables de l'État ont indiqué que même atteindre cette production de seulement 80 ogives par an d'ici 2030 ne sera probablement pas possible. Et le Bureau de la comptabilité a estimé entre 18 et 24 milliards de dollars les coûts potentiels rien que pour atteindre cette capacité.
C'est pourquoi le grand débat actuel est que, sans nouveau cœur de plutonium, les ogives américaines pourraient éventuellement perdre leur sécurité, leur fiabilité et même leur fonctionnalité de base. Tu te souviens, d'il y a quelques mois, une certaine personne fanatiquement anti-Russie disait que les ogives russes ne fonctionnaient peut-être même plus. Eh bien, ce risque n'est pas exclusif aux Russes. Et quand il s'agit de quelque chose comme une ogive nucléaire, ces 3 facteurs sont les plus hautes priorités. Et en plus de la préoccupation de moderniser les ogives, il y a aussi l'inquiétude américaine concernant la modernisation des mécanismes de leur utilisation. En commençant par le principal moyen de dissuasion stratégique au sol, leurs missiles intercontinentaux. Ici, le plan est de remplacer tous les Minuteman III qui sont entrés en service dans les années 1970 par le nouveau LGM-35 à Sentinelle. Le plan prévoit l'achat de 642 missiles de ce type pour soutenir une force déployée de 400 en plus des essais et des réserves. Le programme vise à fournir une capacité opérationnelle initiale d'ici 2029 avec les 400 missiles en service d'ici 2036. Mais d'ici là, ces anciens Minuteman III devront continuer à servir. Actuellement, les silos de missiles nucléaires des États-Unis sont répartis dans 3 États américains, le Montana, le Dakota du Nord et le Wyoming. Et la doctrine implique que l'objectif principal de ces installations est d'abriter le moyen de dissuasion stratégique basé au sol et de donner à l'Amérique du Nord l'accès à une arme nucléaire capable de livrer avec précision de grandes ogives n'importe où dans le monde. Le deuxième objectif, dans le cas d'une guerre nucléaire totale, serait d'offrir aux planificateurs nucléaires hostiles des cibles prioritaires supplémentaires à attaquer, afin qu'ils dépensent plus d'ogives en essayant de détruire ces silos dans le Wyoming, le Montana ou le Dakota du Nord, qui, étant éloignés des grandes villes américaines, finiraient par minimiser les dommages éventuels en cas d'attaque. Pour compenser les risques pour ces États, les gouvernements et les politiciens de ces États reçoivent un flux constant de dollars fédéraux en stimulation économique pour héberger ces silos. Mais le composant le plus coûteux des plans de modernisation nucléaire des États-Unis est le remplacement de leurs 14 sous-marins nucléaires de la classe Ohio par une nouvelle génération de 12 sous-marins de la classe Columbia, qui sont les plus grands sous-marins nucléaires, que les Américains aient jamais eu, avec le premier nouveau sous-marin de cette catégorie qui devrait rejoindre la flotte en 2031. Et le coût total pour la flotte est aujourd'hui estimé à 139 milliards de dollars américains. Curieusement, malgré le coût extrêmement élevé de ce projet, il est l'un des rares à être considéré comme presque certain d'être achevé. Il est donc très probable que la classe Columbia, avec ses missiles et éventuellement de nouvelles ogives Boeing 93, soit mise en service. Pour minimiser ce temps d'attente, les missiles Trident et leurs ogives à bord des actuels Oraios ont reçu quelques mises à jour et des modifications de détails qui ne sont pas connues publiquement. En 2017, le Bulletin des scientifiques atomiques a publié un article sur un nouveau système de fusion qui a été intégré à la Jiva WW-76-1 de la marine nord-américaine. Ce système a été conçu pour améliorer la trajectoire de vol d'une Jiva nucléaire contre une cible comme une ville. Cette amélioration ne ferait probablement pas beaucoup de différence, mais contre une cible fortifiée ou extrêmement profonde comme un silo nucléaire ennemi, une amélioration de la fusion peut signifier qu'il serait nécessaire de lancer moins de missiles pour avoir confiance dans la destruction de ces cibles. Et en faisant cela, sans utiliser une ogive nucléaire plus puissante, on parle de minimiser les effets collatéraux. Quant à l'armée de l'air des États-Unis, elle a reçu plus que de simples mises à jour pour ses missiles basés en silos. Ils reçoivent également un nouveau bombardier stratégique encore secret, du moins jusqu'à l'enregistrement de cette vidéo, le fameux B-21 Raider, capable de missions nucléaires et non nucléaires, ainsi qu'un nouveau missile de croisière à tête nucléaire pour le B-52, le Long Range Standoff, qui est un programme pouvant fournir environ 1000 missiles,
le coût par missile du Long Range Standoff étant estimé entre 5 et 10 fois supérieur à celui des autres missiles de croisière utilisés par les États-Unis. Et enfin, l'élément le plus étrange du programme de modernisation nucléaire des États-Unis, c'est la bombe B-61. Ces armes nucléaires conventionnelles larguées par des avions, qui ont été conçues dans les années 1960, subissent actuellement un autre programme de prolongation de vie et reçoivent un kit de guidage pour leur donner la même précision que la bombe conventionnelle, Joint Direct Attack Munition. Cette arme peut être utilisée dans une multitude de scénarios via des chasseurs F-35 ou toute autre plateforme de livraison équivalente à portée de bombardement de la cible. Dans un premier temps, la décision de continuer à conserver et à moderniser les B-61 constitue le système actuel utilisé dans les accords de partage nucléaire avec les différents pays de l'OTAN. C'est la seule façon prévue de donner au F-35 un rôle d'attaque nucléaire. De plus, ces programmes nucléaires des États-Unis, estimés en 2021 par le Bureau du budget du Congrès, auraient un coût d'environ 60 milliards de dollars par an pour l'arsenal nucléaire des États-Unis entre 2021 et 2030, principalement en raison de nouveaux missiles et sous-marins. Mais 2 ans plus tard, l'estimation pour 2023 à 2032 est passée à 76 milliards de dollars par an. Et ce n'est pas seulement le coût de la modernisation. Ce coût sert à maintenir la capacité nucléaire actuelle héritée de la guerre froide, sans qu'il y ait de pertes ou de dommages dans la structure nucléaire. Un coût incroyablement élevé, même pour les États-Unis, qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, estiment que c'est nécessaire pour pouvoir rester en concurrence avec 2 grands rivaux, la Chine et la Russie, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tous vos proches et si possible, de devenir membre de la chaîne. Non seulement vous aurez un accès anticipé aux vidéos publiques, mais vous aurez aussi accès aux vidéos exclusives pour les membres. Merci à tous, à bientôt et à la prochaine vidéo.